Professeur Pawlowski, donc je rappelle ce qu'il est. Il est donc directeur du département médico-universitaire de biologie-pathologie et également chef du département prévention, diagnostic et traitement des infections aux hôpitaux universitaires Henri Mondor. Donc il y aura exactement 2 ans demain qu'il était venu nous parler, comme tu l'as rappelé à juste titre, de l'histoire des virus depuis un demi-siècle. Il se trouve que 3 mois après, en mars, on se trouvait déjà en pleine pandémie de Covid-19, sans qu'il y ait évidemment de relation de cause à effet. Qui sait? Et aujourd'hui, malheureusement, nous dénombrons en France plus de 110 000 victimes. On en est à peu près à ça. Mais d'un autre côté, on a aussi plus de 52 millions, on en parlait un instant, de personnes vaccinées. Alors cette crise nous montre à nouveau, s'il en était encore besoin, que la nature peut nous être hostile, mais aussi que le génie humain sait trouver les solutions pour prévenir et pour guérir. Et je pense que M. Pawlowski nous en parlera. Donc au nom de notre maire ici présent, au nom du conseil municipal, je voudrais le remercier très vivement de nous faire à nouveau l'honneur et le plaisir de sa présence ce soir à Saint-Maur. Donc, cher Jean-Michel, je ne sais pas s'il faut désinfecter. Non, je pense que non, ça va. On a tous les deux eu nos 3 doses. Voilà. Je vais me mettre loin de vous et je vais enlever mon masque, comme ça vous pourrez me voir. Mais n'ayez crainte, pour ceux qui sont tout près, vous êtes quand même trop loin pour prendre le moindre risque. En tout cas, merci à Claude James aussi pour l'invitation. Merci, monsieur le maire, pour nous recevoir dans votre mairie. J'ai repris en première diapositive la diapositive qui était la diapositive titre de la dernière fois que j'étais venu vous voir. C'était il y a exactement 2 ans. C'était le 10 décembre 2019. On fêtait les 50 ans de l'hôpital Henri Mondor et on m'avait demandé de parler de l'histoire des virus. Et je me souviens de monsieur le maire qui était resté au fond de la salle, les yeux écarquillés, en particulier sur la diapositive suivante, qui évoquait la possibilité, et à l'époque on ne savait pas ce qui allait se passer, de menaces qui pourraient peser sur nous liées à des pandémies, et en particulier à des pandémies virales, diapo suivante. Et en réalité, je vous avais présenté cette diapositive qui résumait un petit peu toutes les émergences du XXe siècle. Et comme vous le voyez, il y en a beaucoup. On a eu le VIH, on a eu des grippes diverses et variées. On a eu des virus dont vous ne connaissez même pas le nom. On a eu Ebola, on a eu le virus de l'hépatite C, on a eu le virus West Nile, on a eu le chikungunya, on a eu la dengue, on a eu le Zika. Donc simplement pour dire que c'est quelque chose de parfaitement naturel, qui ne doit pas nous surprendre, dont on savait que ça arriverait et qui a fini par arriver. Alors c'est arrivé effectivement, même pas 3 mois après, c'est arrivé 15 jours après cette conférence, puisqu'on a commencé à entendre parler de cette grippe chinoise à la fin 2019, diapositive suivante, mais une des conclusions que j'avais eues et qui était illustrée par cette diapositive-là, c'est que nous étions exposés, nous sommes exposés naturellement, mais nous sommes exposés également parce que le monde change, parce qu'il y a des changements climatiques qui ont une influence, parce qu'il y a des modifications qui entraînent une diversification et une modification de la localisation d'un certain nombre de vecteurs insectes qui peuvent transmettre des infections, et également parce que nous avons des contacts de plus en plus étroits avec le monde animal. Nous empiétons sur son territoire, nous allons de plus en plus au contact d'espèces animales avec lesquelles nous ne devrions pas avoir de contact et qui sont susceptibles de nous transmettre des infections virales. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi qu'il se soit passé réellement à l'origine. Pour cette pandémie de Covid, on est sur une infection qui est une infection de chauve-souris et qui va arriver chez l'homme et créer cette pandémie. Diapositive suivante. Donc ça, c'est le vrai titre de ce soir. Claude Soucy m'a demandé de vous faire un bilan et tracer quelques perspectives. Donc, on ne va pas tout couvrir. Je pense que vous avez déjà énormément d'informations, peut-être trop d'ailleurs, parce que on va dire que les médias n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et trop d'informations finit par tuer l'information, avec un temps également de l'information qui est totalement incompatible avec le temps scientifique, qui est un temps long. On nous demande des réponses qui ne peuvent pas arriver tout de suite. Donc tout ça crée un peu de confusion. Donc on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Et puis j'ai prévu quelque chose de pas trop long pour vous permettre ensuite d'avoir quelques questions. Diapo suivante. Alors, on va commencer par quelques définitions pour bien recadrer ce que c'est que l'épidémie de Covid aujourd'hui. D'abord, il y a les infections émergentes. Ce sont des infections dont l'incidence a augmenté au cours des 2 dernières décennies ou va augmenter de façon prévisible.
Donc le Covid, c'est une infection émergente. C'est quelque chose qui n'existait pas chez l'homme, qui est apparu avec une incidence, c'est-à-dire un nombre de nouveaux cas qui a grimpé très vite. Et puis là, on est à des centaines de millions et probablement des milliards de personnes qui ont été infectées. Deuxième définition, c'est infection épidémique / pandémique. Ce sont des infections qui sont normalement rares dans une communauté et qui se propagent brutalement et rapidement. Et dans le cas d'une pandémie, c'est une épidémie qui touche le monde entier. Donc l'épidémie annuelle de grippe, c'est une épidémie qui touche beaucoup de régions, mais pas le monde entier. Mais de temps en temps, on a une pandémie grippale. Et là, on est bien dans la définition d'une pandémie, puisqu'en 2020, on a eu cette épidémie qui a rempli le monde entier. Il n'y a aucune région du monde qui a été épargnée. La dernière définition, et je pense que c'est la plus importante à bien comprendre aujourd'hui, c'est la définition d'infection endémique. Une infection endémique, c'est une infection qui est présente en permanence dans une région ou dans un groupe d'individus. Aujourd'hui, on vous dit qu'on est toujours dans la pandémie. Non, nous ne sommes plus dans la pandémie. Le Covid-19 est devenu une maladie endémique. Ça veut dire qu'il est présent parmi nous en permanence, que ce virus se propage. Il y a parfois des vagues épidémiques avec des montées d'incidence, mais à aucun moment nous n'avons eu pas de propagation du tout. Et à part quelques pays, quelques îles où ils entretiennent l'illusion du zéro Covid, il faut qu'on accepte que cette infection est avec nous pour très longtemps, qu'elle est endémique, mais qu'on a aujourd'hui, et on va en discuter ensemble, des moyens extrêmement efficaces pour la combattre, et qu'on a renversé la situation à notre avantage au cours des 2 dernières années, ce qui n'était pas forcément gagné quand on a démarré 2020. Diapo suivante. Alors voici la situation, voici ce qui s'est passé en France. C'est la description de l'incidence. Donc vous avez ici, au tout début, quelque chose qui vous paraît un peu ridicule, qui est un petit blip. C'est une époque où on n'avait pas de test, on n'avait pas de blouse, on n'avait pas de masque. Donc on savait qu'il y avait la pandémie, on savait que les malades étaient à l'hôpital, mais on n'avait pas les moyens de le détecter. Donc ce petit premier pic que vous voyez, ça correspond au premier pic épidémique qui en fait a été un grand pic très rapide et qui a été stoppé par le premier confinement. Ensuite, nous avons eu la deuxième vague épidémique. Elle a commencé doucement pendant les vacances de 2020, si vous vous souvenez, les jeunes qui sortaient, qui se transmettaient. Et puis ensuite, ils l'ont ramené à la maison, les parents, les grands-parents, et puis finalement tout le monde. Et tout le monde a été infecté. On a eu ce deuxième très grand pic épidémique qui a été freiné à la fin de l'année, au début de l'année 2021, par des mesures qui étaient des mesures de confinement partiel. Vous vous souvenez, le couvre-feu, la fermeture des restaurants, etc., qui ont été partiellement efficaces, avec une diminution qui a été assez rapide de ce deuxième pic. Et puis ensuite, on s'est retrouvé avec un 20 000 cas par jour, un espèce de plateau comme ça, qui s'est maintenu, et puis une réaugmentation progressive. Et puis on a eu ce qu'on a appelé la troisième vague, qui nous a touchés à peu près en mars-avril 2021. Et puis ensuite, cette troisième vague, elle s'est arrêtée très brutalement, avec une descente très rapide qui a surpris tout le monde. Pour être tout à fait honnête, tout a surpris tout le monde. Mais cette diminution, on ne la prévoyait pas, donc ça s'est arrangé. Et puis on a eu finalement un printemps tout à fait agréable, avec une très faible incidence, mais toujours un peu d'incidence. Et puis ensuite, on a eu cette poussée du mois d'août, avec une nouvelle vague qu'on n'attendait pas du tout. On savait tous qu'il y aurait une vague en hiver, c'est-à-dire maintenant, mais on ne pensait pas qu'on aurait une autre vague au mois d'août. Cette vague du mois d'août qui a redescendu un peu toute seule, parce qu'on a passé de bonnes vacances finalement, et on reviendra tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles on a passé de bonnes vacances, et puis la vague actuelle où on a une remontée très très rapide de l'incidence, très forte, sur laquelle on reviendra dans un instant, mais qui n'a strictement rien à voir avec le pic identique qu'on voit avant la fin de 2020, exactement à la même saison, mais où on était totalement démunis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Diapo suivante. Alors, quelques mots pour vous parler du virus lui-même, et plus que du virus lui-même que vous connaissez, mais j'y reviendrai tout à l'heure, du bond technologique extraordinaire qui nous a permis d'identifier ce virus en quelques semaines. Le virus est apparu en Chine à la fin décembre. Alors, quand exactement? Avec les Chinois, on ne sait pas trop, mais enfin, on en a entendu parler à la fin décembre. Début janvier, le virus était identifié, on connaissait sa séquence complète. Il y a 40 ans, quand le virus du sida est apparu, il a fallu plusieurs années pour l'identifier. C'était la même chose pour le virus de l'hépatite C. 6 ans de travail à partir de la décision de pouvoir l'identifier pour le faire.
Aujourd'hui, nous disposons de techniques qu'on appelle des techniques de métagénomique qui permettent de partir à la pêche des séquences de génome de virus, comme ça, et en particulier de virus qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, dont on n'a jamais entendu parler, de façon complètement sans a priori. Et ces techniques ont permis d'identifier le virus en quelques semaines. Il y a eu une publication en janvier en disant, voilà, cette maladie, elle est nouvelle, et voilà le virus, c'est un coronavirus qu'on ne connaissait pas, voilà sa séquence complète, maintenant vous pouvez travailler, faire des tests, à développer des médicaments et à développer des vaccins. Ça, c'est la métagénomique. C'est une technique que nous avons développée, nous, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, au laboratoire, qui est une de nos spécialités, ce qui veut dire que l'infection, elle est apparue à Wuhan, donc ce sont les virologues de Wuhan qui ont identifié le virus. Si le premier cas de cette maladie avait été hospitalisé à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, nous aurions identifié par cette approche technologique nouvelle ce premier cas, ce virus, comme nous avons identifié quelques virus plus confidentiels au cours des dernières années. Donc un progrès technologique extraordinaire qui nous a permis de tout de suite savoir quel était notre ennemi. Diapositive suivante. Alors l'infection, comment ça se passe? Je pense que vous avez compris comment ça se passait, mais on va y revenir quand même brièvement. Comment est-ce qu'on s'infecte? On s'infecte par les autres qui envoient des projections qui contiennent le virus. Ces projections, on va les inspirer. Alors ça se passe quand on discute, pas tellement quand on s'embrasse. On dit qu'il ne faut pas s'embrasser. Ce n'est pas au moment où on s'embrasse qu'on se transmet l'infection. C'est au moment où on se parle. Et on se parle avec animation, et on rit, on se crachouille un peu dessus, et on respire les crachouillers de l'autre, et on s'infecte comme ça. C'est pour ça que le masque, c'est quand même assez utile. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le virus va arriver au contact des cellules du nez, et il va rentrer dans les cellules. Donc vous avez le petit schéma au milieu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le virus rentre à l'intérieur de la cellule, et son objectif dans cette cellule, c'est de se multiplier pour produire beaucoup de nouveaux virus qui vont aller infecter les autres cellules du nez. Et puis tout ça, petit à petit, va se propager dans l'arbre. Donc on va d'abord avoir le nez qui coule, et puis après on va avoir mal à la gorge, puis ça va descendre, et on va finir par avoir du virus partout dans les poumons. Diapositive suivante. Et là, la maladie, et c'est une découverte qu'on a faite, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément compris au départ, la maladie, elle va évoluer en 3 phases. La première phase, c'est une phase, ce qu'on appelle l'étape numéro 1, pardon pour la diapositive en anglais, c'est la phase virologique. Le virus est là, il suit le cheminement que je vous ai indiqué, il se multiplie de plus en plus, mais ce virus, en lui-même, il n'est pas très agressif. Donc ce virus, il ne va pas détruire les cellules qui l'infectent, il n'y a pas intérêt. Donc il se multiplie, il est transmis à d'autres cellules, il prospère de cette façon-là, mais finalement pour les malades, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est bien ce qu'on voit au début de la maladie, au début de l'infection. Les gens ont de la fièvre, c'est normal, ils ont le nez qui coule, ils toussent un peu, mais il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on va avoir la deuxième phase, qui est la phase pulmonaire. Donc c'est descendu dans les poumons. Donc là, le virus est là, il y a un peu d'inflammation, on commence à être un petit peu gêné, à avoir parfois un petit peu de difficulté respiratoire, mais ça va encore bien. Le problème, c'est la troisième phase. Et la troisième phase, c'est la phase de la réponse inflammatoire, c'est-à-dire une réponse de l'hôte, de l'immunité, qui va vouloir se débarrasser du virus et qui le fait de façon tellement violente qu'elle va venir détruire les poumons. Et c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez, comme beaucoup de gens se sont retrouvés, très brutalement, mais de façon décalée, souvent 10 à 15 jours après le début de l'infection, avec une difficulté respiratoire, une insuffisance respiratoire, besoin d'oxygène, l'hôpital, la réanimation et pour certaines personnes, malheureusement, le décès. Donc c'est une maladie, en fait, qui est bien sûr une maladie d'origine virale, mais qui est une maladie immunologique. Et ça crée une petite complication pour la traiter, parce que finalement, ce qu'on pensait de l'utilité de médicaments antiviraux, comme on utilise pour le VIH, comme on utilise pour l'hépatite C, qui sont des infections chroniques, dans cette maladie-là, on arrive trop tard. Et finalement, on s'est rendu compte assez rapidement que ce qu'il fallait utiliser, c'était plutôt des anti-inflammatoires. Et même des anti-inflammatoires assez courants, comme les corticoïdes, qui sont aujourd'hui le traitement de base de cette maladie avancée. Mais bien sûr, il faut essayer d'éviter que cette maladie avancée survienne. Ce n'est pas grave d'avoir l'infection, ce n'est pas grave d'avoir le virus. Par contre, c'est grave d'aller jusqu'à cette phase inflammatoire de la maladie. Diapo suivante. Alors, je vais vous parler un petit peu des variants, parce que c'est de ça qu'on parle beaucoup en ce moment, et juste pour vous rappeler que nous-mêmes, nous ne sommes qu'un variant de primate.
On a commencé à évoluer il y a 200 000 à 300 000 ans avec un ancêtre commun qui était un grand singe, et puis on s'est diversifié sur le mode d'évolution darwinienne, et ça a abouti 300 000 ans plus tard aux hommes, aux chimpanzés, aux bonobos, aux gorilles, etc. Diapo suivante. Pour les virus, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'on mute, on se différencie un peu, et puis les plus forts sont sélectionnés, vont survivre et donner naissance aux suivants. La différence, c'est que ça va beaucoup plus vite, parce que nous, on est des êtres complexes. La plupart des mutations qui surviennent sur notre génome ne sont pas viables, donc ça va entraîner un avortement et on n'aura pas de descendance avec ces mutations. Les virus, c'est des toutes petites choses avec un tout petit génome, très peu d'informations génétiques, donc ils peuvent muter dans tous les sens et évoluer comme ça. Et vous avez ici une représentation qu'on appelle un arbre phylogénique. C'est la même représentation que tout à l'heure en étoile, à part qu'elle est en horizontale, mais c'est pareil. On part de la base en bas à gauche, qu'on appelle 19A, c'est la première souche isolée à Wuhan par la technique de métagénomique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis après, on voit que cette souche, elle se sépare en deux, 19A et 19B. On arrive à 2020. En 2020, la souche, elle continue à évoluer. Donc on voit 20A, 20B, 20C, etc. Et on finit très rapidement par voir l'émergence de variants. Souvenez-vous que les variants, on a commencé à en parler à la fin 2020, avec le variant anglais qui venait d'Angleterre. Et ben, c'est le variant alpha que vous voyez tout en haut en bleu, avec tous les points là. Vous voyez qu'il y a eu une divergence qui a été quand même très rapide et qui s'est étendue, mais avec des groupes qui se forment. Le variant alpha en bleu, le gamma en bleu clair. Donc le alpha, c'est le variant anglais, le gamma, c'est le variant brésilien. Vous avez le lambda qui doit être le californien. Vous avez le delta qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le variant indien. Et puis en bas, vous avez, je crois, en rouge, le variant mu et le variant θ. Il y en a plein, en fait. Il y a ceux dont on parle parce qu'ils sont importants chez nous, mais il y en a énormément. Donc vous comprenez, c'est une évolution et c'est un phénomène qui est absolument naturel, qu'on attendait. La seule surprise qu'on a eue, c'est qu'on a attendu 1 an avant que ça survienne. Nous, virologues qui travaillons depuis longtemps sur des virus variables, on pensait que la diversification, que tous ces variants apparaîtraient tout de suite. Pendant 1 an, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que les gens n'étaient pas immunisés. Donc le virus rentrait comme dans du beurre, il n'avait pas besoin de varier pour échapper à la réponse immune. À partir du moment où il y a eu un début d'immunité collective, c'est à ce moment-là que les variants ont commencé à émerger. Et puis certains ont eu du succès et nous ont envahis. Diapo suivante. Donc comment est-ce que ça se passe? Je ne sais pas si vous voyez la carte du monde derrière, elle me paraît un peu palichonne, mais ce n'est pas grave. En réalité, ces variants, ils ne surviennent pas tous. On la voit mieux de l'autre côté, oui, c'est bizarre. Ouais. Ils ne surviennent pas tous exactement au même endroit. Le virus est présent partout, mais les variants vont apparaître dans une région donnée. C'est normal, les mutations surviennent au hasard, elles sont sélectionnées, et ensuite le virus qui est muté dans cette région-là, il va se développer ou pas, mais il a une région d'origine. Donc l'émergence de ces variants, elle s'associe à des épidémies régionales. Et vous vous souvenez que le variant alpha, ou variant anglais, venait, comme son nom l'indique, d'Angleterre. Le variant bêta, qui est le variant sud-africain, le premier variant sud-africain, venait d'Afrique du Sud. Le variant gamma, c'est le variant brésilien. Et le variant delta, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le variant indien. Donc des épidémies régionales. Mais des épidémies régionales comme ça, il y en a eu beaucoup. Et puis, certaines d'entre elles ont pu sortir de la région et venir se diffuser à l'ensemble du monde. Et c'est un peu le hasard épidémiologique qui fait ça. Parce qu'il y a eu d'autres virus qui étaient très bien adaptés, très transmissibles, qui ont émergé, mais ils n'ont pas eu la chance d'attraper comme ça la roue épidémiologique qui les a fait monter. Je vais prendre l'exemple du variant Delta, le variant indien. Le variant indien, c'est quoi? C'est une poussée épidémique de variant alpha en Inde, et puis en même temps, dans un contexte qui favorise la transmission de l'infection, un variant qui émerge dans une région du sud-ouest de l'Inde, qui crée une épidémie régionale, donc qui se développe bien, et qui aurait pu rester là-bas s'il n'y avait pas tout ce passé colonial entre l'Inde et l'Angleterre, le fait que beaucoup d'Indiens vivent d'un côté et de l'autre. Les gens sont rentrés d'Inde après des fêtes religieuses, après des réunions familiales, sont rentrés en Angleterre. Il y a eu transmission à l'intérieur des communautés d'origine indienne, qui sont des communautés qui vivent de façon assez rapprochée. Et puis comme ces communautés ne sont pas imperméables, elles sont en contact. Les enfants vont à l'école avec d'autres enfants, les gens vont faire leurs courses, ils ont des amis qui ne sont pas indiens. Ça s'est transmis comme ça, et de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec une machine qui s'est amplifiée, un virus qui a diffusé partout, et qui est aujourd'hui
totalement majoritaire partout dans le monde, et en particulier en France, puisqu'il est responsable de 99% de nos nouveaux cas. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec le variant Omicron, c'est la même chose, à part qu'on est bien en amont. C'est-à-dire qu'on a une épidémie régionale en Afrique du Sud, quelques cas importés, et la panique qui a été générée sur ce variant est au jour d'aujourd'hui déraisonnable, puisqu'on ne sait pas ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il va remplacer Delta. De toute façon, on sait que Delta sera remplacé un jour ou l'autre, ou peut-être pas. Donc ce n'est pas la peine de mettre le feu à la patrie. Aujourd'hui, le problème, c'est l'incidence très élevée de variants Delta auquel on doit faire face, et on va voir que c'est un problème, mais que c'est quand même beaucoup moins un problème que ça n'a pu être dans le passé. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un variant? Pour bien comprendre, qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? C'est qu'ils n'ont pas le même génome, il y a des mutations, et ces mutations, ça veut dire que certaines protéines ne sont pas exactement fabriquées pareil que les autres. Donc vous avez ici une représentation en 3 dimensions de la protéine Spike. La protéine Spike, la fameuse protéine qui est à la surface du virus et qui vient se coller sur le récepteur pour rentrer dans les cellules. Donc on comprend bien que c'est une protéine qui est très importante. Les mutations, elles vont pouvoir être localisées dans 3 domaines. Le premier qu'on voit en haut, le premier carré en haut à droite, c'est ce qu'on appelle le domaine de fixation au récepteur. Vous comprenez bien que des changements d'acides aminés vont entraîner des changements de forme, et donc l'interaction avec le récepteur va être différente. Donc elle peut être moins bonne, parce que la mutation la rend moins bonne, ou elles peuvent être meilleures, et on va se retrouver avec un virus plus infectieux. Et les virus qui ont eu du succès jusqu'à présent, c'est des virus qui ont des mutations dans cette région-là, qui leur permettent de mieux infecter les cellules. Néanmoins, il faut après qu'ils arrivent à attraper cette opportunité épidémiologique, et tous n'ont pas réussi. Diapo suivante. Alors, diapo suivante. On va reprendre notre courbe d'incidence et essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé avec les variants pendant ce temps-là. Suivante. Donc le premier pic qui est comme ça, raboté mais de façon artificielle, c'est le virus d'origine, c'est le virus chinois, c'est le virus de Wuhan. Suivante. Ensuite, le deuxième pic de l'hiver dernier, c'est le virus de Wuhan, qui est remonté très très haut, très très fort. Et puis à un moment, ce virus est arrivé à un maximum, comme c'est toujours le cas. Et puis l'épidémie a diminué, diapo suivante. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, au moment d'une descente du virus de Wuhan, on a vu le variant anglais qui est arrivé chez nous et qui a monté progressivement. Et ce que vous voyez au moment où ça descend puis ça remonte un petit peu en dents de scie, c'est le croisement des deux courbes. C'est-à-dire qu'on a le nombre de cas de Wuhan qui descend très vite, et puis on a un autre virus qui arrive et qui lentement vient le remplacer. Et c'est bien possible que la même chose arrive dans les semaines, dans les mois qui viennent. On va atteindre le pic de Delta, ce Delta va redescendre. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un autre virus qui viendra le remplacer. Peut-être que ce sera Omicron, peut-être que ce sera un autre. Suivante. Donc ensuite, on a eu le même phénomène, mais pas exactement sous la même forme, parce qu'on a d'abord eu un vrai creux quand le virus alpha a régressé, a disparu, et il a été remplacé par le virus Delta, qui nous a fait un premier pic comme ça pendant l'été, et qui nous fait son deuxième pic cette fois-ci. Prédire ce qui va se passer dans l'avenir, je ne peux pas, mais ce sont des hypothèses qui sont plausibles, et en tout cas, il est, diapo suivante, très probable qu'on aura un nouveau remplacement d'un virus par un autre, et ce n'est pas un drame. C'est l'évolution naturelle de l'infection virale dans un contexte endémique. Diapo suivante. Alors, petit aparté pro-domo, nous sommes proactifs sur les variants et nous les surveillons de façon très active. Au moment où les variants sont apparus à la fin de l'année dernière, le gouvernement a constaté qu'il y avait un petit défaut de surveillance épidémiologique moléculaire en France par rapport aux Anglais qui séquençaient déjà beaucoup de virus, parce qu'il y a une tradition de santé publique là-bas, et a mis en place un consortium qui s'appelle le consortium Emergen, qui est un consortium national qui est coordonné par l'Agence nationale de recherche sur le sida, les hépatites virales et les maladies infectieuses émergentes, d'une part, et Santé publique France, et qui vise à surveiller l'évolution des variants. Et notre laboratoire de virologie à l'hôpital Henri-Mondor a été sélectionné pour être l'une des 4 plateformes nationales de surveillance. Donc aujourd'hui, nous assurons à Henri-Mondor, juste à côté de l'autre côté du pont,
la surveillance nationale des variants du virus du Covid. Notre territoire est en bleu sur la carte de France. Nous couvrons la région Grand Est, tout le quart nord-est de la France, en réalité l'est de l'Île-de-France et la Normandie. Nous générons aujourd'hui 2500 séquences de variants du virus chaque semaine. On en a généré depuis le début plus de 40 000. Et le consortium dans son ensemble a généré 250 000 séquences. Donc quand vous entendez des gens à la télévision dire on ne séquence pas assez, on ne fait pas bien ci, on ne fait pas bien ça, ce n'est pas vrai. Il y a un système de surveillance. Ce système de surveillance est à facettes multiples. Nous réalisons des enquêtes flash toutes les semaines, qui sont comme des sondages d'opinion. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un pourcentage des positifs, séquencer tous ces positifs, et on pourra vous dire, ben voilà, d'une semaine à l'autre, on a tel variant qui monte, on a tel autre qui descend. De temps en temps, on découvre de nouveaux variants. On avait décrit l'année dernière le variant Henri Mondor, qui était un nouveau variant, qui a fait un blip comme ça, qui est monté à 4%, et puis qui a disparu, tant mieux. D'autres ont plus de succès. On séquence également toutes les suspicions qui sont aujourd'hui non delta. Chaque fois qu'on pense qu'il ne s'agit pas d'un virus delta, c'est séquencé. On séquence les infections des immunodéprimés, on séquence les infections des sujets vaccinés, on séquence les infections des malades de réanimation. Donc, il y a une surveillance. Je vous ai mis une petite photo de la visite du porte-parole du gouvernement sur la plateforme qui est venu nous voir pour nous encourager et également pour nous financer pour réaliser cette surveillance. Et on va continuer, bien sûr, ce consortium est là pour durer. Diapositive suivante. Alors, la solution, comme je vous l'ai dit, la première solution, ça a été la technologie qui a permis de découvrir le virus. Et la deuxième solution, et que je qualifierais de miraculeuse, même si ça n'est pas un miracle, c'est le développement en 6 mois de vaccins hyper efficaces. On a beaucoup entendu, oui, c'est quoi cette nouvelle technologie, les ARN, machin, etc. Ce n'était pas une nouvelle technologie. Les ARN, les gens travaillent dessus, sur les ARN messagers, sur leur utilisation en thérapeutique, en vaccination, depuis plus de 10 ans. Donc c'est une technologie qui était étudiée. Mais évidemment, quand vous avez l'urgence, évidemment, quand vous mettez beaucoup d'argent sur une thématique, et évidemment, quand d'autres technologies viennent pour résoudre un certain nombre de problèmes, en particulier de délivrance de l'ARN messager au niveau des cellules pour induire une réponse immune, ça change les choses. Et bien sûr qu'il y a eu un coup d'accélérateur, comme il y a eu un coup d'accélérateur sur le développement d'antiviraux avec le sida, il y a beaucoup d'argent qui a été mis, ben là il y a beaucoup d'argent qui a été mis, et évidemment ça a accéléré, on est arrivé à des solutions extrêmement rapides, avec des vaccins dont vous savez, je vais y revenir, qui sont très efficaces pour ce qui nous intéresse. Diapo suivante. Alors quelques mots du principe de la vaccination ARN, parce que là aussi on a entendu beaucoup de choses. D'abord, nos cellules, elles produisent tous les jours des milliards d'ARN messagers, puisque l'ARN messager, c'est l'outil qui permet de transformer l'information génétique du génome en protéines. Donc, nos cellules produisent tous les jours des milliards d'ARN messagers qui fabriquent nos protéines. Et c'est grâce à ça qu'on vit. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on en rajoute un de façon transitoire, qui est un petit morceau du génome du virus, qui code pour une protéine qui est la protéine spike, qu'on va mettre dans une enveloppe de nanoparticules lipidiques. C'est là qu'il y a un progrès technologique, parce que ce sont ces nanoparticules lipidiques qui permettent de stabiliser cet ARN messager et de l'amener à l'intérieur des cellules. On va l'injecter, et cette nanoparticule va venir se coller à la surface des cellules musculaires, dans l'épaule. Elle va pénétrer à l'intérieur, parce que les cellules, c'est du gras à l'extérieur, donc gras contre gras, ça va permettre à l'ARN de pénétrer à l'intérieur. Et cet ARN messager, il va être traduit en protéines exactement comme tous les autres. Donc la cellule de votre muscle, elle va se mettre à fabriquer de la protéine spike du virus. Pas du virus entier, juste la protéine spike, qui va être exprimée à la surface des cellules et qui va induire la réponse immunitaire. Réponse immunitaire qui est complète, puisqu'elle est humorale avec la production d'anticorps neutralisants, et elle est également cellulaire avec la production de lymphocytes qui sont toxiques pour les cellules infectées, donc qui vont pouvoir les reconnaître et empêcher la propagation de l'infection. Donc c'est un progrès absolument considérable et une merveilleuse surprise de découvrir au bout de 6 mois qu'on a un vaccin, et qu'on a un vaccin aussi efficace pour induire une réponse forte et adaptée. Après, la question de la durée de la protection est une autre question, mais elle ne dépend pas de la nature du vaccin, elle dépend plus de la nature de la réponse immune vis-à-vis de ce type de virus, les coronavirus, dont on sait
que les réponses immunes ne sont pas durables pour toute la vie, contrairement à celles contre d'autres virus, et donc qu'on aura besoin de faire des rappels. Diapo suivante. Alors, je voudrais illustrer tout ce que je vous ai dit sur les variants, sur le vaccin, etc., en corrélant la courbe d'incidence qu'on a déjà vue, la courbe des nouveaux cas, avec la courbe de mortalité. Diapo suivante. Alors voilà ce qui s'est passé en termes de mortalité en 2020. Et vous voyez que ce qui s'est passé, vous le savez bien, est épouvantable, puisque ce premier pic-là, dont on n'a pas vu, était associé à une mortalité phénoménale. On a quand même des chiffres de 1500 morts par jour au pic de l'épidémie, avant le confinement, qui a permis de ralentir les choses. Puis lorsque la deuxième vague est arrivée, on n'avait toujours rien à offrir, et on est remonté à des chiffres, alors certes un petit peu plus bas, parce qu'on avait commencé à apprendre à traiter la maladie, à prendre en charge les sujets très graves. Donc il y a eu des progrès dans la prise en charge médicale, et en particulier en réanimation. Donc ça a un petit peu écrasé cette courbe de mortalité, mais cette courbe de mortalité pour la deuxième vague a quand même été très élevée. Diapo suivante. Et puis, on a commencé à prendre des mesures. Le début de la vaccination en janvier 2021, nous, on a fait partie des premiers vaccinés. On y est allé le premier jour, pour montrer l'exemple aussi, pour dire au personnel soignant chez nous qu'il n'y avait pas de risque, qu'on n'avait pas peur, qu'on pouvait y aller. Il y a eu le booster du pass sanitaire le 13 juillet 2021, qui a été mis en place et qui a été très incitatif pour que les personnes aillent se faire vacciner. Et puis, il y a eu le booster du rappel vaccinal, troisième dose. Diapo suivante. Et voilà l'effet sur la mortalité. Donc moi, je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut me raconter, mais l'effet, il est là. C'est-à-dire qu'on s'est enquillé en 2021 3 poussées successives avec des incidences extrêmement élevées, y compris la poussée actuelle, avec une mortalité qui est extrêmement réduite. Et ça, c'est l'effet de la vaccination. Et l'effet de la vaccination, on doit le renforcer par la troisième dose, parce qu'on sait que la troisième dose permet d'augmenter les titres d'anticorps neutralisants, de réveiller la réponse cytotoxique qui nous protège contre les manifestations de la maladie. Et encore une fois, je pense qu'il faut bien que les gens comprennent, et ils ne l'ont pas tous compris, cette dissociation entre le nombre de nouveaux cas qui augmente, mais finalement, en ce moment, on vit pratiquement comme d'habitude, par le masque, à part on va au restaurant, on voit nos familles, vous allez passer Noël avec vos familles ou vos amis, et on a réussi à réduire le taux de mortalité de façon très importante. On va me dire, c'est toujours trop, c'est vrai, mais la réalité de nos services, de nos hôpitaux, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont hospitalisés en réanimation sont essentiellement des sujets non vaccinés. On peut venir faire toutes les enquêtes de la Terre, on peut les interroger, les mettre à la torture. Vous verrez que ce sont des gens qui sont non vaccinés. Diapositive suivante. Et maintenant, alors la question évidemment, c'est qu'est-ce qui va se passer? Diapo suivante. Je vous ai pris cette caricature d'un événement qui est survenu à la fin du 19e siècle, qu'on a appelé la grippe russe. Alors c'est une caricature qui vient d'un magazine satirique. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est en 1889, il y a eu une épidémie de maladies respiratoires qu'on a appelée la grippe russe. Pourquoi? Parce que ça arrivait d'Extrême-Orient, par l'Oural, et on a accusé les transports, comme cette fois-ci finalement, et en particulier le développement du train. Et c'est vrai que c'est une période où les gens ont commencé à se brasser beaucoup plus. Cette épidémie, quand on regarde les descriptions qui en sont faites, c'est exactement la même chose que ce que nous avons eu là, avec des détresses respiratoires, alors on l'a appelé grippe, mais on n'avait pas les moyens de savoir ce que c'était. Et on sait aujourd'hui, avec une quasi-certitude, qu'en réalité, cette maladie était liée à un coronavirus, qu'on appelle le coronavirus OC43, qui n'avait jamais été détecté avant, qui n'était pas détecté à l'époque, parce qu'encore une fois, on n'avait pas les moyens, qui a créé pendant 4-5 ans comme ça cette épidémie avec des vagues successives et beaucoup de morts. Et puis ce virus s'est atténué progressivement. Il est toujours là, il est avec nous, et il est responsable de rhumes tout à fait bénins, très régulièrement. Et quand vous êtes enrhumé, de temps en temps, ça peut vous arriver d'être enrhumé tous les 4-5 ans par exemple, et ben ça peut être un OC43, virus tout à fait bénin, endémique, qui vit avec nous, qui s'est atténué avec le temps. Et il y a une certaine probabilité que ce virus SARS-CoV-2, qui nous paraît très méchant aujourd'hui, s'atténue avec le temps et devienne, au fil du temps, avec l'immunité collective qui va augmenter bien sûr,
en particulier grâce à la vaccination, mais aussi avec la diffusion de l'infection, eh bien, qu'il devienne un virus bénin qui sera responsable de syndromes respiratoires qui reviendront régulièrement. Et à ce moment-là, j'espère qu'on arrêtera d'en parler dans les médias, qu'on arrêtera d'affoler tout le monde, parce que ce sera un nouveau compagnon de route qu'on aura comme beaucoup d'autres virus qui nous accompagnent. Diapo suivante. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de questions sur qu'est-ce qui va se passer. Je vous l'ai déjà dit, ça va monter, jusqu'à quand, jusqu'à où, je ne sais pas. Puis ça va arriver à un sommet, et puis ça va redescendre. Quand, à quelle vitesse, j'en sais rien, mais ça va redescendre. Et puis il y en aura peut-être un autre qui viendra et qui remontera et qui redescendra. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la couverture vaccinale soit vraiment le plus étendue possible, que les gens soient protégés. Les personnes qui ne sont pas vaccinées feront une infection à ce virus avec certitude, à un moment ou à un autre. Certaines auront des formes graves, les autres, finalement, s'immuniseront d'une certaine façon et seront immunisées pour la fois d'après, où elles referont peut-être une infection, mais elles se feront des rappels vaccinaux. C'est juste une prise de risque personnelle. Et le degré d'immunité collective avec les rappels. Pour l'instant, on est à la 3e dose. Faudra-t-il en faire un autre sur un autre variant pour élargir la réponse? On ne sait pas. Mais tout ça va faire que nous allons atteindre, je pense, assez rapidement une immunité collective qui nous protégera. Avec la question, qui est une question essentielle, qui est la question des autres pays, en particulier les pays en développement, dont en général les variants sont originaires. Bien sûr, l'efficacité de notre vaccination à nous et de notre couverture vaccinale ne peut être concevable que si nous aidons l'ensemble des pays du monde à se vacciner pour que cette immunité collective soit pour tout le monde et qu'en protégeant les autres, on nous protège également. Diapo suivante. Alors, juste pour les bonnes nouvelles, je vous ai dit qu'on pouvait avoir un autre variant qui viendra remplacer celui-là. C'est inéluctable. Si c'est Omicron, très bien. On le connaît. Si c'est un autre, on le connaîtra aussi. Les bonnes nouvelles, c'est que hier, les fabricants de vaccins nous ont indiqué que le vaccin restait efficace contre le variant Omicron après 3 doses. Donc c'est vraiment renforcer cette notion qu'il faut booster la réponse immune. Nos réponses immunitaires ne sont pas toujours très, très spécifiques d'un variant particulier. Elles sont assez larges parce que les réponses sont multiples. Elles sont polyclonales, comme on dit. Donc, il y a différents types d'anticorps qui sont produits. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que la région cible qui permet de protéger contre les maladies sévères, en particulier pour les réponses cytotoxiques, cette région-là, elle est très conservée. Donc, même si on perd un peu d'efficacité dans la prévention de l'infection, on garde, avec 3 doses, de l'efficacité dans la prévention de la maladie sévère. Et encore une fois, c'est ça qu'on veut éviter. Moi, je m'en fiche d'être un peu grippé 3 jours et de rester au lit et de ne pas aller travailler. Je pense que vous en fichez aussi. Ce qui est important, c'est qu'on ne prenne pas le risque d'aller en réanimation et de mourir. C'est ça vraiment qu'on obtient aujourd'hui. Diapo suivante. Alors voilà, c'est un peu ma conclusion. J'ai 2 diapositives de conclusion. La première, c'est que on est là dans une phase où on doit vraiment se dire que nous allons vivre avec ce virus et que nous devons vivre le plus normalement possible. Ça veut dire qu'il faut prévenir l'infection. Les gestes barrières quand on a une période épidémique, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut vacciner les gens pour les protéger, mais ça veut dire aussi qu'il faut vivre. Il faut aller au restaurant, il faut pouvoir voyager, il faut voir sa famille dans les conditions les plus correctes possibles. Et il faut qu'on arrive à dédramatiser ce qui se passe. Encore une fois, nous sommes passés d'une phase pandémique dramatique qui devait être suivie très attentivement à une phase qui devient endémique, qui va devenir un peu plus habituelle. On a besoin encore, je pense, du recul de l'hiver, de voir comment cette phase actuelle va évoluer. Est-ce que nous allons avoir une pression supplémentaire sur les hôpitaux? Oui, nous avons une pression supplémentaire sur les hôpitaux, mais qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière, mais elle existe. Donc il faut qu'on voit ce qui va se passer cet hiver. Je pense sincèrement qu'après cet hiver, on pourra tirer les leçons et regarder les choses de façon un petit peu plus détendue et également ne pas semer l'alerte à chaque fois qu'un nouveau variant apparaît quelque part et peut-être en parler un peu moins de ça à la télévision, parler d'autres choses et reprendre le cours d'une vie à peu près normale, sans s'illusionner sur le fait que tout ça sera derrière nous et que le virus aura disparu pour toujours. Ça, il sera toujours là, mais on va vivre avec le plus normalement possible. Diapo suivante.
Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de tout ça à ce stade? Parce qu'encore une fois, peut-être je reviendrai dans 2 ans vous raconter autre chose, on ne sait pas. Euh, le premier, c'est que cette histoire nous a rappelé notre vulnérabilité. Ça n'est pas inutile et ça n'est pas forcément négatif. Peut-être que l'humanité s'est crue invulnérable, parfois, grâce à sa technologie, grâce à une espèce d'hubris, et savoir qu'on est vulnérable permet de mieux se préparer et mieux se protéger pour d'autres défis. On a parlé des changements climatiques, on a parlé des risques géopolitiques, enfin il y a beaucoup de défis qui existent, et je pense que les générations avant nous étaient plus préparées à cette vulnérabilité, à des événements graves que nous ne le sommes. Donc voilà, c'est un avertissement qui peut être utile. Je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements en matière d'hygiène publique qui doivent être tirés. Alors souvenez-vous, le sida a transformé complètement les pratiques sexuelles et aujourd'hui l'usage du préservatif est rentré absolument dans les mœurs et tout le monde a compris. Ben, je pense que l'usage du masque et un certain nombre de gestes barrières en période d'épidémie de virus respiratoire est quelque chose qui devra rester. Pas porter le masque tout le temps, mais simplement quand on est enrhumé, quand on est grippé, avoir le réflexe de mettre un masque avant de rentrer dans le métro, comme ça existe en Asie, pour ne pas contaminer les autres. Quand on sort du métro, avoir le réflexe, après avoir tenu la barre, de se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique, ne pas voir les gens quand on est malade et se priver d'une sortie pour protéger les autres. Voilà, ce sont des choses qui peuvent faire évoluer notre mode de vie et puis qui vont protéger les gens. Je vous rappelle que chaque année, il y a entre 5 et 15 000 personnes qui meurent de la grippe et dont on ne parle pas du tout. La technologie, ben une leçon, c'est qu'on est au XXIe siècle et on a fait en 2 ans plus que tout ce qui a été fait avant en matière de maladies infectieuses. Je vous ai parlé du vaccin, je vous ai parlé de la virologie, des technologies de découverte de virus, de surveillance des variants. C'est extraordinaire. Pour nous, moi qui suis un médecin qui travaille depuis plus de 30 ans dans ce milieu, l'accélération technologique est absolument phénoménale. Et puis les moyens qui sont mis, la logistique, on a parlé des centres vaccinaux, enfin voilà, la France a vacciné toute sa population pratiquement en quelques semaines. Voilà, tout ça est extraordinaire. Et je pense que c'est un révélateur et que ça nous montre qu'on a encore beaucoup de possibilités, en particulier beaucoup de possibilités de lutter contre beaucoup de maladies. Je pense qu'un des enseignements, c'est une certaine forme de discipline collective aussi, ça va un petit peu avec l'hygiène. Et puis, un des enseignements pour nous, soignants, qui avons été vraiment au cœur de cette bataille et qui y sommes depuis 2 ans, c'est la solidarité. Voilà, l'humanité n'est pas, il n'y a pas à désespérer de l'humanité. Je crois que vraiment les choses se sont passées le mieux possible et qu'on a vécu des moments assez extraordinaires tous ensemble dans ce combat. Et c'est un des enseignements que je tire, qui est un enseignement finalement très positif. Voilà, je crois que c'est l'avant-dernière diapo. Ben voilà, c'est la dernière diapo suivante vous prépare à ce qui nous attend. Et il faut qu'on le prenne de façon détendue. Il y aura d'autres épidémies, il y aura d'autres pandémies, et on a des outils pour se protéger contre elles. Et la toute dernière diapo doit être là pour remercier tous mes collaborateurs qui travaillent à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, qui travaillent beaucoup, parce que vous imaginez qu'être virologue en temps de Covid, c'est pas, c'est pas une sinécure, qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien et qui, je pense, ont bien travaillé pour les patients et pour le pays. Voilà, je vous remercie de votre attention. Faut que vous le branchiez. Voilà, je ne sais pas si ça marche. Mais non, ça marche pas. Si. Oui, bien. Merci, professeur Pawlowski, de nous avoir dressé de manière très didactique de cette maladie, ce Covid-19 dont on parle tant, de nous avoir rappelé aussi un certain nombre de vérités par rapport à tout ce qu'on entend, qui est parfois un petit peu, pas des mensonges, mais bon, qui n'est pas toujours parfait. Et donc je pense qu'il va y avoir sûrement beaucoup de questions sur ce sujet, parce que vous avez malgré tout donné plutôt un message assez optimiste finalement. Bon, c'est ma nature. Voilà. Donc je vais laisser la parole au public. Maintenant,
je garde ce... Ah, mais il est parti. Je n'ai qu'un micro, alors on va se passer comme ça, et puis on verra bien. Je vais vous le... D'accord, ok. Oui, en fait, j'aurais voulu savoir si, par rapport au Covid long, si on comprend maintenant un peu mieux à quoi c'est dû et quel est l'impact aussi du vaccin sur ce type d'évolution. Alors, le Covid long reste quelque chose qui est assez discuté. Les personnes qui ont des manifestations très longues du Covid qui sont liées à cette réponse immune qui se prolonge, donc ça déclenche finalement une maladie immunologique chez des gens qui vont ressentir des manifestations. Et dans ce qui a été classé Covid long, on a également des gens qui ont été en réanimation, par exemple, qui ont des séquelles de ce passage en réanimation, qui ne sont pas liées à la maladie, mais qui sont liées à la réanimation. Et puis il y a également une partie des Covid longs qui sont plutôt liés à des facteurs psychosomatiques. Donc il y a un mélange de différentes choses. La vaccination, elle prévient les complications immunologiques de la maladie. Donc les vrais Covid longs, ils vont être prévenus par la vaccination parce que ces gens ne vont pas développer la maladie sévère. Et le Covid long est un résultat de la maladie sévère. Ça répond à votre question ? Question. Monsieur Marc Cohen, conseiller municipal. Est-ce que vous pouvez expliquer les conséquences, les séquelles sur les poumons de manière ponctuellement par rapport à quand on contracte le virus et à long terme, s'il y a des conséquences et si ça part ou pas, quoi. Alors, ce qui se passe avec le poumon et ce qui se passe à chaque fois dans un organe quand il est infecté. Il va y avoir infection des cellules. Les cellules vont produire du virus. Ce virus va être reconnu comme étranger. Donc, la réponse immunitaire va venir détruire les cellules. Tant qu'elle détruit les cellules, ça n'est pas très grave parce que c'est réversible. Si vous détruisez des cellules et que la réponse immunitaire s'arrête, que l'inflammation disparaît, les cellules vont se régénérer et vous en aurez d'autres. Le problème, c'est que cette destruction peut être tellement importante que vous allez avoir une réponse exacerbée avec la constitution d'une fibrose. C'est-à-dire qu'il y a des fibres qui vont apparaître exactement comme la cicatrisation d'une plaie au niveau de la peau. Et vous imaginez bien que si vous avez des cicatrices partout à l'intérieur des poumons, vous n'avez plus de contact qui permet à l'oxygène de passer du poumon dans le sang. Et donc les gens vont se retrouver avec des insuffisances respiratoires, ça peut arriver sans fibrose, mais surtout si une fibrose s'est mise en place, vont avoir des séquelles respiratoires qui peuvent être des séquelles respiratoires à long terme. Alors, après, ça revient, comme je vous le disais, si vous êtes au stade de destruction des cellules, après, ça revient. Si vous avez constitué des cicatrices à l'intérieur du poumon, ça revient de façon partielle, mais vous allez garder des séquelles. Et il y a des personnes qui gardent des séquelles respiratoires qui n'ont pas la capacité respiratoire qu'elles avaient avant de faire la maladie. C'est une maladie qui n'est pas fréquemment sévère, parce que la grande majorité des gens font des formes asymptomatiques, il faut quand même le dire, ou peu symptomatiques, mais c'est une maladie, on l'a vu, s'il n'y avait pas la vaccination, qui peut être très grave chez un pourcentage de gens qui n'est pas négligeable. Monsieur Breton, conseiller municipal chargé de la santé, donc je tiens comme ça. D'accord. Oui, une petite question sur les vaccins. Est-ce qu'il est prévu d'adapter la formule des vaccins, enfin la composition du vaccin aux variants, parce que vous avez dit qu'il fallait 6 mois pour produire un vaccin ARN messager. Donc, est-ce que c'est envisagé pour qu'il y ait une meilleure efficacité ? Alors oui, et non seulement c'est envisagé, mais c'est fait systématiquement lorsqu'un variant devient dominant, puisque les industriels des vaccins ARN ont développé un vaccin. Le vaccin initial est dirigé contre la souche chinoise, Wuhan. Ils ont développé un vaccin contre le variant alpha, ils ont développé un vaccin contre le variant bêta, ils ont développé un vaccin contre le variant delta. Ces 3 vaccins ont été testés dans des essais cliniques, et simplement, ils ne les ont pas mis sur le marché parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin, que le vaccin initial était efficace. Aujourd'hui, ils sont en train de développer un vaccin contre le variant Omicron, dont on ne sait pas s'il sera ce variant important ou pas dans l'avenir. Seul l'avenir nous le dira. Et ils ont annoncé, alors encore une fois, moi je ne travaille pas pour l'industrie pharmaceutique, donc ce sont les annonces qu'ils font, mais ils nous ont promis que ce vaccin pourrait être disponible sous 100 jours, c'est-à-dire 3 mois. Donc dans 3 mois, si on est dans une poussée et qu'on se rend compte qu'il y a une insuffisance de la vaccination actuelle, on aura cette possibilité de rappel.
Et si on se rend compte que la vaccination actuelle, à 3 doses bien sûr, protège bien, eh ben, on fera comme avec les autres vaccins spécifiques. On les aura dans un coin et puis on ne les sortira pas parce que le besoin ne s'en fait pas sentir. Professeur Caspi. Bon, j'ai beaucoup apprécié la clarté de votre exposé. J'ai beaucoup appris avec toutes les informations que vous nous avez données, en particulier sur le travail du laboratoire à Mondor. Mais j'aimerais que vous replaciez la recherche française dans des perspectives internationales. Comment expliquez-vous, par exemple, que la recherche en Israël soit plus avancée que la recherche en France et que la recherche aux États-Unis soit également plus avancée que celle de la France? Alors, c'est une question très complexe parce qu'elle a un aspect spécifique et un aspect général. L'aspect spécifique, c'est que d'abord ont été avantagés les pays qui ont été touchés en premier par l'épidémie, parce qu'ils ont eu accès très vite à des malades, à du matériel, à du virus. C'est pour ça qu'en particulier en matière de recherche clinique, on parlait de recherche fondamentale après, les gens qui ont publié, c'est les Chinois d'abord, après c'est les Italiens, les Espagnols, et puis nous, on est arrivé un peu derrière, et ça a été beaucoup plus difficile de publier. Ensuite, pour avoir du succès en recherche, il faut parfois un peu de chance. On a beaucoup critiqué les Français en disant on n'a pas eu de vaccin français, etc. Les gens ont fait des choix. C'est facile de dire après, le bon choix, c'était le choix de l'ARN. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits par beaucoup d'équipes, dans beaucoup de pays, dans des directions qui étaient plus classiques et qui n'ont pas abouti. Et donc, moi, je ne veux pas jeter la pierre aux chercheurs français. On a dit Sanofi, ils sont nuls. Enfin bon, ça aurait pu se passer autrement. Des chercheurs français auraient pu avoir de la chance. Après, il y a une vraie question sur la compétitivité de la recherche, et en particulier de la recherche scientifique et médicale en France, qui est réelle, avec une descente dans les classements qui est permanente. Elle a différentes causes, probablement. Je ne pense pas que ce soit un problème d'argent, parce que la France est un des pays qui investit le plus dans sa recherche. Il met beaucoup d'argent. Je pense que c'est plutôt un problème structurel et d'organisation. On a une recherche qui est très fonctionnalisée, qui est très peu dynamique. On a une bureaucratie qui est extrêmement écrasante. On a des salaires pour les chercheurs qui sont totalement non attractifs et qui ne permettent pas de faire venir des chercheurs étrangers de grande qualité pour enrichir nos laboratoires. C'est plutôt le contraire, c'est nos chercheurs qui sont attirés dans d'autres. On a vu Emmanuelle Charpentier qui a reçu le prix Nobel, dont on nous dit qu'elle est française, mais qui a fait toute sa carrière évidemment à l'étranger. Le PDG de Moderna est un Français, mais il est évidemment aux États-Unis. Et puis, il y a un dernier élément qui est, je pense, la compartimentation beaucoup trop importante en France entre la recherche académique et la recherche industrielle, et les industriels qui développent des médicaments, des dispositifs biologiques. Aux États-Unis, on fait des carrières variées. D'abord, on n'est pas le diable si on travaille avec l'industrie et le secteur privé. On a bien compris dans cette histoire de vaccin qu'il y avait une partie recherche fondamentale, mais qu'à un moment, il y a une partie développement par une biotech et puis il y a une partie industrialisation par une grosse boîte pharmaceutique, qui fait que vous pouvez ouvrir votre centre de vaccination parce que vous recevez des milliers de doses de vaccins. Il faut bien les fabriquer quelque part, il faut bien des processus pour ça. En France, on ne se parle pas, c'est pas bien vu, et il n'y a pas de porosité entre ces deux systèmes, il n'y a pas de porosité des carrières. Aux États-Unis, j'ai beaucoup de collègues et d'amis avec qui on a beaucoup collaboré. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'hépatite C avant, donc fait une carrière là-dessus, dont certains ont eu le prix Nobel d'ailleurs l'année dernière, qui passent une partie de leur carrière dans une boîte privée à faire de la recherche, puis qui reviennent à l'université, puis qui repartent dans une autre boîte, et puis qui reviennent à l'université. Et ce monde est le même en réalité, et développe de façon collective des solutions qui sont à la fois des solutions intellectuelles, scientifiques, mais aussi des solutions de mise à disposition pour qu'à un moment, les progrès de la science puissent profiter à tout le monde. Donc c'est un très très vaste sujet, vous le savez, qu'on ne va pas résoudre ce soir évidemment. Et c'est vrai que sur l'aspect Covid, bon, c'est comme ça, et d'autres ont eu plus de chance et plus de dynamique, mais il y a un vrai problème de fond du déclassement de la recherche française, et un problème qui
C'est toujours pareil, on aimerait que la prochaine campagne présidentielle permette de discuter des vrais problèmes, c'est-à-dire l'hôpital, la santé des Français, la recherche française, enfin, les vrais problèmes qui sont des problèmes du XXIe siècle. Et c'est vrai que cette épidémie de Covid, elle a mis tout ça en lumière. Dans les enseignements qu'on aurait pu tirer, j'aurais pu rajouter ça, c'est qu'on s'occupe réellement de ces problèmes-là, qu'on les analyse, qu'on les comprenne et qu'on propose des solutions. Docteur Bedouchin, tu veux? Oui, il m'intéressait de savoir qu'est-ce que vous me proposez comme traitement actuellement sur les différentes phases et les différentes formes de Covid. Alors, le traitement qu'on propose pour les patients qui sont vraiment atteints de maladies graves, c'est un traitement anti-inflammatoire, puisque vous avez vu que c'est une maladie qui est à ce stade de gravité très inflammatoire. C'est ça qui pose problème. Le traitement de base, c'est les corticoïdes à forte dose. On utilise également le tocilizumab qui bloque certaines voies de l'immunité. Et puis, il y a un certain nombre d'autres immunomodulateurs qui sont aujourd'hui à l'étude. Et c'est ce qui a permis de réduire un petit peu la mortalité quand même, enfin même de façon substantielle, sur cette deuxième vague par rapport à la première. Et aujourd'hui, les patients qui viennent à l'hôpital meurent moins parce qu'ils sont bien pris en charge. Après, il y a la question du traitement antiviral. Le traitement antiviral, il n'a d'intérêt que s'il est donné très tôt, justement pour bloquer ça, pour diminuer la production de virus très très tôt, et ne pas arriver à ce stade où on va avoir la maladie inflammatoire. Donc c'est pas si facile parce qu'on n'a pas toujours les malades sous la main à ce moment-là. C'est pas facile de savoir à quel moment il faut les traiter. C'est pas si simple. En tout cas, il y a aujourd'hui trois types de molécules, qui sont en train d'arriver sur le marché. Il y a des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, ils miment la réponse neutralisante en fait. Donc c'est un peu comme si on les avait induits par le vaccin, à part qu'on les administre pour bloquer. Le variant Omicron, malheureusement, est résistant aux anticorps monoclonaux qui sont aujourd'hui sur le marché. Et il y a 2 inhibiteurs spécifiques qui sont en cours de développement, un analogue de nucléoside, un équivalent du sofosbuvir pour l'hépatite C, voilà, et un inhibiteur de protéase également qui pourront être utilisés. L'idée, c'est d'utiliser ces médicaments-là chez des sujets qui sont vraiment à risque, c'est-à-dire des sujets immunodéprimés, qui n'ont pas répondu à la vaccination, qui seraient infectés, et pour qui on voudrait bloquer la production de virus très tôt pour éviter que la maladie immunologique se développe par la suite. Voilà où on en est. Une autre question par là. Une autre question de M. Cohen. Et comment vous pourriez expliquer, enfin, j'ai pas très bien compris, comment les gens peuvent être asymptomatiques. Dans certains cas, bon, à un moment donné, on parlait du groupe sanguin, et il y a ça, et comment d'autres ne l'ont absolument pas, bien qu'ils soient cas contact, et comment d'autres aussi développent beaucoup de symptômes ou quasiment rien, quoi. Peu importe l'âge, etc., quoi. Eh ben, ma réponse ne va pas vous satisfaire parce que je vais vous dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Le premier jour du confinement, le lendemain des élections, mon fils est tombé malade. Il vivait à la maison, donc ils ont tous attrapé les jeunes à ce moment-là, au premier pic, et on ne savait pas très bien ce qui se passait, donc on ne s'est pas méfié du tout. Et ni ma femme ni moi ne l'avons attrapé. Au bout de quelques jours, je l'ai quand même confiné à la maison dans sa chambre sans en sortir parce qu'on a compris ce qui se passait. Mais au début, c'était la grippe et on se disait, bon, on va pas le... Voilà. Donc, dans toutes les familles, il y a eu ça. Il y a des gens qui ont été cas contact, qui ont été proches, qui ne se sont pas méfiés, ou voilà, on dort dans le même lit que son conjoint et on n'est pas infecté. Personne ne sait pourquoi. Et certaines de ces personnes ont été infectées à d'autres occasions et ont fait la maladie. En revanche, pour ce qui est de maladies sévères versus maladies pas sévères, il y a évidemment quand même des facteurs de risque, l'âge, les comorbidités, diabète, hypertension, etc. Et puis, il y a des prédispositions génétiques. Il y a des gens qui ont des maladies immunologiques qui les protègent mal contre les infections et qui ne le savent pas. Vous connaissez tous des gens qui sont tout le temps malades, qui ont tout le temps le nez qui coule un peu, enfin, qui sont pas... on ne leur a jamais diagnostiqué rien du tout, mais ces gens-là, ils sont éventuellement moins bien protégés. Et au moment où une infection arrive comme ça, ils vont faire une forme plus grave. Donc il y a ce qu'on sait, c'est les comorbidités, l'âge, c'est évident. Mais on a vu des jeunes de 20 ans faire des formes très graves, se retrouver hospitalisés en réanimation. On n'a pas identifié aujourd'hui de facteurs spécifiques, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est lié à l'autre. Ce n'est pas des virus
plus virulents que d'autres. Ce n'est pas le virus qui fait la maladie plus grave, c'est l'hôte, c'est la réception de cette infection par l'hôte qui va faire que certaines personnes vont aller en réanimation et d'autres pas. D'où l'intérêt de vacciner tout le monde. Il n'y a aucune façon aujourd'hui, en dehors des comorbidités naturelles, enfin si vous êtes âgé, que vous êtes hypertendu, diabétique et obèse, il n'y a pas besoin de faire un test pour savoir qu'il vaut mieux que vous soyez bien vacciné et que vous fassiez un peu attention pendant les périodes où ça pousse. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais en revanche, pour le reste de la population, sans comorbidité, plus jeune, on n'a aucun moyen de prévoir ceux qui feront une infection grave de ceux qui n'en font pas. Et dans une même famille, vous pouvez avoir des gens qui sont vraiment malades et puis le conjoint conteste, il est positif dans la narine, il ne ressent rien du tout, totalement asymptomatique. Plein d'exemples comme ça. Bonsoir. Pour les jeunes enfants, sera-t-il nécessaire qu'ils aient les 3 injections? Parce qu'on arrive demain, on va les vacciner. Sera-t-il nécessaire qu'ils aient les 3 injections comme les personnes adultes? Alors c'est trop tôt pour le dire. Comme pour les personnes adultes, on a attendu de voir un petit peu comment les choses évoluaient. On va voir. Le petit avantage qu'on a, c'est que les États-Unis ont un peu d'avance sur nous, puisqu'ils ont commencé à vacciner les enfants de 5 ans et plus déjà. Donc on va avoir des données qui vont arriver des États-Unis, et comme ça on saura un petit peu avant ce qu'il faut faire chez nous. On dépend toujours des autres. Je crois que la réponse mondiale est celle-là. Parfois, les autres ont dépendu de nous. Le pass sanitaire, ça a quand même été la France qui a été proactive. Et vous avez vu que le monde entier a suivi, finalement, parce que ça a marché chez nous. Ça a été incitatif. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une solidarité entre les nations et que voilà, ceux qui décident de mesures avant les autres peuvent les mettre à l'épreuve et si ce sont des succès, faire profiter tout le monde. Je ne suis pas choqué, par ça. En tout cas, comme nous n'avons pas commencé à vacciner les 5-11 ans, on profitera de l'expérience de ceux qui ont commencé avant. De la même façon, on avait profité de l'expérience d'Israël qui a vacciné très tôt et qui a démontré très tôt, et ça a été très utile, que la vaccination prévenait vraiment les manifestations sévères et un grand nombre d'infections. Donc, ça a été très utile pour influencer nos politiques publiques. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les résultats que nous obtenons puissent être utilisés dans d'autres pays, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les pays en développement, sur les pays qui sont peut-être moins organisés, et également pour faire pression sur les opinions publiques dans certains pays où les gouvernements ne s'occupent pas de la population et n'ont pas prévu de mettre en place des mesures de vaccination, des mesures de prévention, des mesures de protection. Voilà, je pense qu'on est sur une épidémie globalisée. On doit avoir une approche globalisée et solidaire, dans la mesure du possible. Oui, les enfants à risque. Alors après, la définition des enfants à risque est un peu... Mais vous savez comment ça marche. On commence d'abord par couvrir les personnes à risque. C'est ce qu'on a fait pour la vaccination initiale, les plus de 65 ans, les soignants, etc. Et puis après, on étend progressivement. C'est normal. Là encore, l'expérience montre qu'on n'a pas forcément toutes les doses tout de suite, qu'il faut s'organiser. Donc c'est une montée en charge qui est assez raisonnable. Mais je trouve que la mise en parallèle de la courbe du nombre d'infections avec la courbe du nombre de décès est quand même une démonstration. Alors Sanofi annonce d'abord avoir renoncé à leur premier vaccin fondé sur un antigène recombinant et s'être associé avec une biotech qui fabrique des vaccins pour développer quelque chose dans le courant de... Oui, c'est pas... Non. Une biotech, c'est une boîte de biotechnologie. BioNTech est une biotech qui travaille avec Pfizer. Donc c'est une autre boîte de biotech. Il faut comprendre la façon dont la recherche se passe, c'est qu'il y a une partie de recherche qui est académique, qui est fondamentale et qui est financée par fonds publics, qu'elle soit américaine, française, israélienne, thaïlandaise, peu importe. Il y a une partie de la recherche qui est faite par ce qu'on appelle ces boîtes de biotech,
qui sont des startups, qui sont des petites structures, qui sont souples, qui peuvent bénéficier d'investissements lourds et passer à cette phase de transition entre une idée et un produit qui pourrait devenir industrialisable. Et après, on a besoin d'un gros laboratoire, c'est ce qu'on appelle le Big Pharma, un gros laboratoire qui soit pharmaceutique ou comme Pfizer, qui va prendre ce produit, qui est un produit qui est fini pour être industrialisé, mais qui n'est pas encore industrialisé, qui auront les reins financiers assez solides pour réaliser les études cliniques, ce qui demande beaucoup d'argent, beaucoup d'organisation, et ensuite aller vers les régulateurs pour défendre les résultats et avoir une autorisation de mise sur le marché, ce qui permet ensuite d'arriver. Donc c'est toute cette chaîne qui doit être mise en place. Aujourd'hui, il y a peu de recherches qui sortent directement du Big Pharma. Les Big Pharma agissent plus comme des financiers et des industriels et vont chercher l'innovation dans ces boîtes de biotechnologie qui sont souvent associées avec des centres académiques. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qui manque en France, c'est ce lien très étroit. D'abord, on n'a plus beaucoup d'industrie pharmaceutique, il faut le dire, hein, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Et puis ce lien est assez difficile à mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, désolé. Attendez. Alors, le spray, d'abord, il n'y a rien pour l'instant. L'idée du spray nasal, c'est que le vaccin injectable, il protège le corps, mais il n'empêche pas le virus de pénétrer. Vous imaginez, il n'y a pas un sens interdit qui se met à l'entrée de votre narine. Donc le virus va pouvoir pénétrer, il va pouvoir infecter vos cellules du nez, et cette infection va déclencher la réponse immunitaire grâce à la vaccination qui va lutter contre votre infection. Mais vous vous infectez quand même, et vous pouvez, moins longtemps et de façon moins importante, être contagieux. Le spray nasal, ce serait en complément pour stimuler l'immunité directe des muqueuses, c'est-à-dire de faire en sorte que vos cellules ne soient même pas infectables. Donc c'est pas ou, c'est en plus, et pour l'instant on n'a pas de spray nasal à disposition. Mais ça pourrait être un complément si ça fonctionne. J'ai vu deux mains se lever là-bas. Qui était le premier? Monsieur Jouari. Alors, attendez, je vais le tenir. Merci. Sur un plan pratique, pourquoi est-ce que l'obésité favorise le développement enfin pas le développement, mais la sensibilité du patient au virus? Eh bien, on ne le sait pas. En réalité, on ne sait pas très bien quels sont les mécanismes. On a constaté que les personnes qui sont obèses, les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont hypertendues, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle le syndrome métabolique, avec une association, c'est les gens qui mangent trop, qui boivent trop, enfin, ou des personnes qui ont des anomalies génétiques qui induisent hypertension, diabète, ont des maladies beaucoup plus sévères. Ça a été visible tout de suite, hein. Il suffisait de passer en réanimation pour voir que la population était assez homogène. Mais l'explication physiopathologique, on ne l'a pas aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais aucune n'a été démontrée avec certitude. Et quand on dit obèse, c'est même pas obèse, hein. C'est-à-dire que dans la première vague, c'est-à-dire à un moment où on n'avait rien pour lutter, on a vu des gens en surpoids, avec un peu de diabète, avec un peu d'hypertension. Voilà, c'est pas la personne qui fait 300 kilos avec une tension à 160. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de... Il y a vraiment une bascule qui s'est faite entre des personnes avec des comorbidités pas forcément très importantes par rapport aux personnes qui n'en avaient pas. Et l'âge joue aussi, et c'était vraiment... Enfin, bon, les EHPAD ont été décimés, hein, par cette maladie. Il y avait une autre question. C'est la dernière. Hein. J'avais 203. Non, allez-y. Non, simplement, à un moment donné, on disait que le virus transmettait par les animaux, par les chiens ou les chats. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que cette piste est supprimée ou pas? Alors non, elle n'est pas supprimée. On sait que les animaux peuvent s'infecter. Récemment, dans un zoo, je ne sais plus où, ils ont eu 2 hippopotames qui ont été trouvés positifs. Alors je ne sais pas très bien comment on fait le prélèvement nasopharyngé à un hippopotame, ça ne va pas être facile. Enfin, ça, c'est une autre question. Donc oui, les animaux peuvent s'infecter, ils peuvent même servir d'hôtes intermédiaires et favoriser l'apparition de variants qui après viendront nous infecter. C'est une possibilité. On ne teste pas nos animaux en pratique, hein, tous les jours, mais c'est possible, oui. Il y a eu des chats qui ont été infectés, tout à fait.
approcher, j'arrive. Il faut faire soi-même le travail. Allez-y. Bonjour, merci. Lors des premières campagnes de vaccination, tout le monde n'a pas été vacciné avec des vaccins ARN. Maintenant, à l'occasion de la 3e vaccination, tout le monde est vacciné. Donc, est-ce qu'il y a une différence de protection pour ces personnes qui auront eu des combinatoires différentes de vaccins? Alors, si vous faites la 3e dose avec un vaccin ARN, non. Et vous allez induire une réponse anticorps qui sera très forte. C'est surtout une question de durabilité de la réponse et de diversité de la réponse. C'est la raison pour laquelle on demande que la 3e dose soit faite avec des vaccins ARN qui sont d'ailleurs disponibles en très grande quantité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Moderna, on a eu beaucoup de Pfizer. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, même si ce sont des boîtes américaines, la production est européenne. La production des vaccins. Ils sont fabriqués, en particulier la France, puisqu'on parlait de la France, fabrique des vaccins, sous licence évidemment, des entreprises américaines. Et ça nous garantit un approvisionnement suffisant. Et c'est important. Parce qu'au tout début, on était quand même très dépendant, là pour le coup, des Américains qui produisaient, les Chinois qui produisaient les masques et les embouts de pipettes en plastique, et puis les Américains qui produisaient les kits de diagnostic et puis les vaccins. Et à un moment, il faut effectivement qu'on soit capable d'être autonome, et puis à notre tour d'aider les autres en produisant des vaccins pour les pays en développement, les pays du tiers-monde. Donc oui, vous serez protégés comme les autres. Alors oui, absolument, on peut être infecté plusieurs fois parce que la protection contre l'infection est partielle, comme on l'a dit, et comme vous le voyez. Je Cohen encore. Jamais 304. Une bonus. Avec le test PCR, je crois que c'est de l'ordre de 40 €, je crois, un truc comme ça, avec les 44. Avec les milliards de tests qui ont été faits dans le monde entier, là, dans tous les pays, pourquoi est-ce que le coût ne chute pas? Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander. C'est aux fabricants de tests qu'il faut le demander. Moi, je ne sais pas. On a réalisé des milliards de tests. Comme toutes les crises, il y a des gens qui ont pâti de la crise, il y a des gens qui ont profité de la crise. Et d'ailleurs, on voit qu'on a aujourd'hui un taux de croissance à 6,7% qu'on n'a pas vu depuis 50 ans. Ça veut bien dire qu'il y a des secteurs économiques qui ont profité de la crise, comme toujours. Et à la limite, tant mieux, parce que ça permet de maintenir l'emploi. Voilà. Donc, je pense que les profits qui ont été faits par les fabricants de kits sont des profits importants et qui n'ont pas envie de les réduire. Oui, bien sûr. Il y a des programmes européens de recherche, il y a une coordination entre les pays. Nous faisons partie, pour les activités de séquençage, d'un consortium européen. Et nous sommes financés par le European CDC, qui est le CDC européen, donc la structure de santé publique européenne. Il y a une coordination, bien sûr. Il y a l'OMS également qui travaille beaucoup en coordination avec les différents centres. Donc oui, bien sûr. Après, vous connaissez l'Europe, vous savez comment c'est. C'est-à-dire qu'on fait tous ensemble, mais on est aussi en compétition les uns avec les autres. Mais après tout, on peut considérer ça comme une saine émulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, vous avez une autre question? Qui est peut-être un peu plus général que ça, c'est par rapport à l'hôpital. On a vu que pendant la crise, l'hôpital a tenu, mais ça a été compliqué, très compliqué. On a l'impression que là, c'est encore pire, la situation dans les hôpitaux. Et je me demandais, moi, si vous êtes à l'intérieur, pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Pourquoi c'est comme ça? C'est une question aussi vaste que la question sur la recherche. L'hôpital n'allait pas très bien avant la crise. Et paradoxalement, il a été plutôt très bien pendant la crise pour différentes raisons. La première, c'est que la bureaucratie s'est arrêtée. La deuxième, c'est que tout le monde s'est relevé les manches. Et je vous parlais de solidarité, ça a été un moment assez incroyable. La troisième raison, c'est que l'argent a coulé à flot, quoi qu'il en coûte. Donc nous avons eu les moyens, sans contrainte, de travailler comme on n'avait
plus jamais travaillé depuis des années et de faire face à ce qui est arrivé. Et l'hôpital a fait face. On peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu de perte de chance en France sur les malades du Covid. Nous, Henri Mondor, on est passé en quelques semaines de 25 lits de réanimation médicale à 160. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Voilà, il faut armer tout ça, il faut faire venir des gens de toute la France. On a ouvert un bâtiment neuf. Donc ça s'est bien passé pendant ce temps-là, avec un contexte pour les soignants qui était quand même de stress, même si tout le monde était dans l'affaire, et qui n'était pas différent du contexte de vous qui n'êtes pas des soignants, enfin, pour la majorité d'entre vous. C'est-à-dire que la vie a été compliquée quand même. Sur le plan personnel, les conjoints confinés, les enfants à la maison, bon, voilà, très difficile. Donc on arrive au bout de ça, et au bout de la crise, tout ce qui existait avant revient. La bureaucratie, les tableaux Excel à remplir, l'effondrement des services supports, le bordel, quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent ben, moi j'en ai marre. Moi, je vais changer de vie. Moi, le confinement, ça m'a donné envie de partir à la campagne, je ne sais pas où, de changer de métier, etc. Et donc, un état délabrement de fonds qui a été suspendu pendant la crise parce que tout le monde, voilà, il y avait une priorité et tout le monde y est allé, se surajoute un déficit en personnel avec un défaut d'attractivité des carrières. Ce défaut d'attractivité des carrières qui couvre tout le monde à l'hôpital, du professeur d'université jusqu'à l'aide-soignant, les secrétaires, etc., n'est pas seulement financier. Il est un peu financier, bien sûr, parce que les gens voudraient être mieux payés, mais il n'est pas seulement financier. Ces métiers ne sont plus valorisés dans la société actuelle. Et les gens ont besoin de faire des métiers où on les valorise. On a applaudi les soignants un mois, que c'était plus une incantation, protégez-nous qu'autre chose. Puis après, on a arrêté de les applaudir. Et je pense que là aussi, c'est un sujet de campagne électorale. Moi, je ne suis pas un homme politique, donc je peux juste parler de notre expérience. J'ai connu l'hôpital il y a 30 ans. Claude Soucy l'a connu aussi, même avant moi. Et ben, les conditions de travail se sont dégradées. C'est difficile au quotidien. Encore une fois, la bureaucratie, le fait qu'on n'a plus personne pour nous aider, qu'on n'a plus de médecins aussi, parce que le numerus clausus, ça fait beaucoup de mal. Ben voilà, la gestion par les finances. Et puis, oui, je pense que les gens ont besoin de considération. Le Ségur de la santé a apporté quelques solutions financières pour donner un petit coup de pouce, insuffisantes. Il n'a pas rétabli la considération. Et les gens ont besoin, dans leur travail, de reconnaissance, de se sentir importants, de sentir qu'ils ont un rôle dans la société. Ça ne touche pas que le monde médical, hein. Tout le monde universitaire, les enseignants, enfin, voilà, on valorise plus la même chose qu'avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, il vaut mieux être youtubeur qu'être soignante. Et ben, c'est un problème parce qu'on aura beaucoup de youtubeurs et on n'aura plus d'aide-soignante. Et on a besoin d'aide-soignante pour s'occuper des gens dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un vaste problème, mais qui me semble un problème sociétal de tout premier plan. Alors, je ne veux pas faire de politique. À leur décharge, franchement, ce qui leur est arrivé, c'est dur aussi, hein, parce qu'il a fallu gérer. Enfin, il faut savoir ce que c'est que la pression qui peut s'abattre sur un gouvernement quand un truc comme ça arrive. Donc, quel que soit le gouvernement, et totalement indépendamment de tout ça. La question, c'est toujours pareil. Les politiques suivent les citoyens. Le maire est parti, donc on peut parler, mais les politiques suivent les citoyens. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande forte des citoyens, les politiques n'ont aucune raison d'y répondre. Donc il y a besoin aussi d'une prise de conscience. La santé des Français, c'est la santé des Français. Si vous, les Français, vous réclamez des réformes et vous voulez que les choses aillent dans une direction, à ce moment-là, les politiques suivront. Parce que les politiques se font élire sur des programmes. Et je pense qu'on a laissé tomber un petit peu tout ça, l'éducation, la santé, un certain nombre de choses. Il y a sans doute des opportunités. En tout cas, il faut profiter des périodes électorales pour faire remonter tout ça. Mais quand on défend l'hôpital, c'est pas l'hôpital qui se défend lui-même en tant que confrérie, c'est pas ça. C'est on défend votre santé, à vous les Français, c'est ça. Bien. Des questions ? Non ?
Merci à vous. Bien, au nom de tous, il me reste à remercier à nouveau le professeur Pawlowski pour cet exposé, d'avoir répondu à toutes ces questions. La discussion a été animée, donc on a fait un peu de politique aussi. Dommage que le maire ne soit pas resté avec nous, il nous aurait peut-être éclairé sur ce point. Voilà, donc merci, et peut-être rendez-vous dans 2 ans ou avant, pourquoi pas. Voilà, merci à tous, merci encore, et à très bientôt.